s'intitule « Mieux comprendre le sommeil dans le but de mieux intervenir auprès des enfants vivant dans des contextes d'adversité précoce ». Je veux débuter tout simplement en vous présentant 2 vignettes cliniques. J'ai choisi 2 problématiques qui sont relativement assez communes chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, premièrement, je vous présente Jennifer, qui est considérée comme une petite fille malhabile socialement et souvent dans la lune. Elle a peu d'amis et lorsqu'elle se retrouve en contexte social, elle a tendance à se retirer complètement et n'écoute pas ce qui se dit. Donc, vous voyez un peu les composantes qui sont illustrées ici, donc des composantes d'inattention, de retrait. Donc, on peut penser que ça s'apparente à un problème plus de nature intériorisée. Ensuite, je vous présente Kevin. Kevin est considéré comme impulsif, s'oppose fréquemment aux tâches qui lui sont demandées, fait régulièrement des crises, adopte fréquemment des comportements agressifs, par exemple qu'il perd à un jeu. Il peut devenir violent verbalement ou physiquement envers les autres. Donc, ce qu'on voit plus comme composantes, on voit des composantes d'impulsivité, on voit des composantes également d'agressivité et même d'opposition. Donc, on voit plus que ça s'apparente davantage à un problème de comportement de type extériorisé. Toutefois, quand on regarde l'envers de la médaille et que l'on évalue la régulation du sommeil, par exemple, l'évaluation révèle davantage, par exemple, que Jennifer n'a pas de routine de sommeil. Sa mère, qui est monoparentale, rapporte qu'elle s'endort souvent sur le divan alors qu'elle-même écoute la télé. Donc, ce qu'on voit davantage, c'est peut-être qu'il n'y aurait aucune routine de sommeil, donc ça entraînerait un manque de sommeil chez Jennifer. Par la suite, par rapport à Kevin, l'évaluation qui est basée, encore une fois, en introduisant l'évaluation sur la régulation du sommeil, cela révèle que les parents de Kevin ont souvent des disputes pendant la soirée. Kevin dit utiliser la tablette pendant ces moments parce qu'il trouve ça stressant. Mais lorsqu'il va au lit, il est très difficile pour lui de s'endormir. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une plus grande stimulation durant la soirée et du stress qui peuvent entraîner potentiellement des problèmes d'endormissement. Donc, on voit que ces nouveaux éléments-là, finalement, viennent teinter l'intervention, lui donnent une autre couleur. Ici, par exemple, si on avait eu notre première étape, notre premier portrait sans avoir évalué la régulation du sommeil, on aurait plutôt opté pour des interventions comportementales, par exemple, à l'école. Alors que, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que finalement, on aurait peut-être plus priorisé d'interventions, mais pour favoriser le contexte de la régulation du sommeil pour éventuellement pallier à ce manque de sommeil chez ces 2 enfants-là. Et en plus, on sait que dans la littérature, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question qu'un manque de sommeil chez l'enfant va influencer son développement socio-affectif et comportemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant va avoir peut-être plus tendance à avoir des problèmes de comportement et ça fait vraiment consensus auprès de tous les auteurs qu'il y a vraiment un lien entre le manque de sommeil et les problèmes de comportement de type davantage extériorisé, comme on a vu avec Kevin. C'est un petit peu moins clair au niveau de la littérature, au niveau des problèmes intériorisés, comme on a vu avec Jennifer. Voilà. Donc, les objectifs de ma présentation d'aujourd'hui se composent de 2 volets. Le premier volet, le volet théorique, qui vise à augmenter votre connaissance dans le domaine de la régulation du sommeil, et un volet empirique, qui vise à décrire comment les enfants, finalement, vivant dans des contextes d'adversité précoce, dorment-ils. Le volet théorique va se composer, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un problème de sommeil chez l'enfant, premièrement. Ensuite, est-ce important de bien dormir? Et l'évolution également du sommeil, on va voir que le sommeil, c'est pas quelque chose de statique, mais bien de dynamique, selon une perspective développementale. Et évidemment, son étiologie, selon la perspective biopsychosociale. Et je terminerai en vous offrant des recommandations plus de type général pour favoriser un bon sommeil.
Ensuite, pour ce qui est du volet empirique, nous allons regarder ensemble le portrait des caractéristiques de sommeil chez les enfants, mais issus de familles ayant un revenu insuffisant. Et également, je vous expliquerai un projet qui vient justement d'être débuté dans les familles prises en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, de vastes études épidémiologiques, donc sur un grand nombre, ont été menées dans toutes sortes de pays, dont l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, Israël, et on rapporte qu'environ 14 à 35% des enfants âgés entre 1 an et 6 ans rapportent des problèmes de sommeil selon les parents. Et on les appelle, ces problèmes de sommeil-là, les problèmes de protodysomie. Premièrement, avant de débuter, une chose très claire, les problèmes de sommeil, c'est pas possible de le diagnostiquer chez les enfants en bas de 1 an. Donc, le message plus à transmettre aux parents, c'est vraiment d'être patient et de répondre aux besoins de leur enfant. Et il y a toutes sortes de variabilités par rapport aux enfants qui sont en train d'apprendre à faire leur nuit. Toutefois, après l'âge d'1 an, on voit qu'il y a 2 possibilités d'avoir un diagnostic de protodysomie. Qu'est-ce que ça veut dire, protodysomnie? Ça veut dire vraiment quelque chose qui ressemble un petit peu à une composante d'insomnie que l'on connaît. Par exemple, éveil nocturne fréquent nous fait référence à un problème d'insomnie de maintien. Les problèmes d'endormissement nous font référence à l'insomnie d'initiation. Donc, quand on parle, par exemple, d'éveil nocturne fréquent, pour les enfants, par exemple, de 1 à 2 ans, c'est plus que 2 éveils par nuit qui semblent davantage problématiques. Encore une fois, c'est beaucoup les parents qui vont évaluer à savoir si leur enfant, pour eux, est-ce que c'est problématique. Ensuite, pour les enfants de 2 ans et plus, on a plus de 1 éveil par nuit. Et les problèmes d'endormissement, on a le fameux 30 minutes de latence pour les enfants de 1 à 2 ans, ou au moins 2 fois si le parent doit rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, ou si l'enfant demande la présence de son parent, ce qu'on appelle un peu la résistance à aller au lit. Ensuite, on a les enfants de 2 ans et plus où la latence est un petit peu plus réduite. C'est plus de 20 minutes à s'endormir et au moins 1 fois si le parent doit rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme ou si l'enfant demande la présence de son parent. Évidemment, on a aussi le portrait qui est vraiment différent. Quelle est la fréquence de ces protodysomnies-là? Est-ce que c'est un dérèglement normal, plus davantage une perturbation ou un trouble où c'est quasi en totalité à chaque fois que ça arrive à chaque nuit? Et évidemment, ces problèmes-là doivent être observés pendant plus d'1 mois pour éventuellement avoir le diagnostic. Ensuite, on vient de parler des protodysomnies. Il existe une autre catégorie de problèmes de sommeil qui sont les parasomnies. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les parasomnies? Ce sont des désordres ou des expériences qui font intrusion, donc qui perturbent le sommeil ou que ça arrive pendant les éveils nocturnes. Nous avons 4 catégories. La première, ce sont les troubles de l'éveil. C'est des manifestations comportementales qui arrivent suite à un éveil incomplet. Donc, la personne reste encore endormie. On a le somnambulisme, sûrement que vous connaissez. La personne va déambuler ou avoir des mouvements complexes pendant que sa conscience ou son jugement ne sont pas présents. Ensuite, on a les terreurs nocturnes qui font aussi également partie de cette catégorie. C'est plutôt décrit comme des éveils incomplets également. Donc, pourquoi il y a des pleurs, des cris perçants, mais l'enfant n'est pas conscient de sa situation. Fait qu'il y a vraiment une activation du système sympathique, tachycardie, sueur, respiration rapide et haletante. Et l'enfant, c'est pour ça qu'il est inconsolable parce qu'il se souvient rarement de l'événement le matin. Maintenant, passons à la deuxième catégorie qui sont les troubles associés au sommeil paradoxal, donc les cauchemars. Les cauchemars, c'est des expériences mentales perturbantes. Toutefois, l'enfant est réveillé, donc s'en souvient souvent le lendemain, et cela arrive plus en deuxième moitié de la nuit. Donc vraiment la différence avec les terreurs nocturnes, on est vraiment sur, même si l'enfant a peur, c'est vraiment quelque chose de différent. Un arrive plus au début de la nuit pour les terreurs et les cauchemars plus à la fin de la nuit. Les troubles de transition de veille-sommeil
Nous avons les rythmies nocturnes. Ce sont des mouvements souvent stéréotypés et souvent ça arrive beaucoup au passage de l'éveil vers les stades d'endormissement. Et les autres parasomnies qui sont comme un peu dans une catégorie fourre-tout, on a le bruxisme, qui sont une activité orale caractérisée par un grincement ou un claquement des dents pendant le sommeil. La somniloquie, ça veut dire parler en dormant. L'énurésie peut seulement être diagnostiquée à partir de l'âge de 5 ans, où il a vraiment mouillé son lit de façon involontaire, au moins 2 fois par semaine. L'apnée obstructive du sommeil se caractérise par des épisodes répétitifs d'obstruction complète, soit des apnées ou partielles, des hypopnées, des voies respiratoires, et cela entraîne souvent un problème de ventilation pendant le sommeil. Ce sont souvent les pneumologues qui diagnostiquent l'apnée obstructive du sommeil. Ensuite, de nombreux chercheurs aussi actuellement, encore aujourd'hui, se posent des questions par rapport au sommeil sur sa fonctionnalité. On n'a pas encore toutes les réponses, mais on sait que le sommeil est un besoin physiologique essentiel qui est à la base de la pyramide de Maslow. Premièrement, il est très important pour le développement du cerveau, puisqu'il favorise les connexions cérébrales, la maturation du système nerveux central également, en sachant que 75% du cerveau continue de se développer après la naissance. Ensuite, on a le développement physique. On sait que ça régénère, ça restaure les tissus cellulaires, et on sait aussi également que c'est bénéfique pour le système immunitaire, ça protège, ça nous aide à récupérer contre les infections. L'apprentissage, évidemment, il y a tout un cercle de chercheurs qui regardent comment se consolider en mémoire, la concentration également. On a l'équilibre mental. On sait qu'il y a un lien entre souvent la dépression, les problèmes. C'est un régulateur de l'humeur. Et évidemment, comme je vous ai parlé dans la première portion de mes 2 vignettes, le développement socio-affectif et comportemental, ça favorise les fonctions de régulation. Donc, vraiment, le sommeil est à la base essentielle de la pyramide. Ensuite, au même titre que le langage et la motricité, le sommeil change et évolue selon une perspective développementale. Donc, très important, quand vous évaluez le sommeil d'un enfant, le portrait que vous voyez de sommeil doit être ajusté en fonction de l'âge que l'enfant a. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Premièrement, je vous montre un patron de sommeil du nouveau-né. Donc, le nouveau-né né à terme, et je dis ça vraiment sous toute réserve, il peut avoir une très grande variabilité entre les enfants. Donc, je vous montre vraiment un patron moyen. Donc, ce qu'on s'attend habituellement, c'est une durée totale de 16 à 18 heures de sommeil par jour. Et habituellement, les enfants dorment 2 à 4 heures, sont ensuite réveillés 1 à 2 heures. Et voilà, ça ressemble vraiment à un sommeil qu'on appelle polyphasique. Et souvent, l'enfant est réveillé par un éveil, soit par la faim ou un changement de couche. Et les parents peuvent observer tranquillement, pas vite, à partir seulement à l'âge de 3 mois, que l'enfant va se mettre à plus dormir longtemps la nuit que durant le jour. Ensuite, le portrait du 6 jusqu'à 18 mois. Donc, on voit ici, l'heure de coucher habituellement est vers 18h30 et 20h, selon l'horaire que les parents donnent à l'enfant. La durée de sommeil est environ quand même de 10 à 12 heures qui sont interrompues par de brefs éveils. Donc, souvent, on a encore des éveils pendant cette période-ci. L'heure de lever est entre 6 et 7 heures. Et on a 2 siestes. La première, toujours 2 heures ou 3 heures après le lever. Et la deuxième sieste est en fonction de la première sieste, 2 à 3 heures après la première sieste. Maintenant, le patron, 18 mois jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc, on a une heure de coucher entre 7 heures et 8 heures le soir, une durée de sommeil de 10 à 12 heures. Et là, on espère que les éveils ne soient plus signalés à partir de ce moment-ci. On a un lever vers 6 à 7 heures. Une sieste qui est conservée, c'est la sieste d'après-midi, de midi à 13 heures ou de 1 à 2 heures, 1 à 3 heures selon, souvent ça se passe pendant la garderie. Et
on a le patron de sommeil qui est de 4 ans à 6 ans, le dernier patron que je veux vous présenter aujourd'hui, qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ne plus avoir de sieste, par exemple, en après-midi. Environ 68% dans une étude italienne ont montré que des enfants arrêtaient de faire leur sieste à partir de l'âge de 4 ans. Donc, heure de coucher, 19 à 20 heures. Une durée de sommeil, encore une fois, variable selon l'enfant. On se rappelle, il y a une variabilité quand même qui est présente entre les enfants, de 10 à 13 heures de sommeil la nuit, avec une heure de lever entre 6 et 7 heures. Maintenant, selon la perspective biopsychosociale, on voit vraiment que le sommeil est influencé par de nombreux facteurs qui proviennent de plusieurs systèmes. Dans une étude représentative des enfants de l'ELBEC, donc de l'étude longitudinale des enfants, du développement des enfants du Québec, on a trouvé que les facteurs qui influençaient le plus fortement les problèmes de sommeil étaient le contexte parent-enfant. Donc, dans ce contexte parent-enfant, autour des éveils, on a comment le parent accompagne son enfant à s'endormir seul au coucher et comment le parent aussi va accompagner son enfant au niveau des éveils nocturnes. Donc, quand on est intervenant, c'est quand même une bonne nouvelle parce que souvent, on travaille beaucoup avec ce système-là. Donc, on travaille avec les parents pour améliorer, par exemple, certaines composantes pour favoriser des nouveaux comportements. Ensuite, on a toute une autre pan de recherche qui sont étudiés par de nombreux chercheurs. On a trouvé qu'un manque de sommeil, donc souvent, va influencer d'autres composantes de sphère du développement. On a la sphère comportementale et on va trouver souvent chez l'enfant des comportements qui vont s'apparenter à de l'hyperactivité, à de l'impulsivité. On a aussi la sphère cognitive où on va voir qu'un manque de sommeil peut provoquer des baisses d'inattention et par le fait même favoriser du moins des problèmes académiques. Et on a trouvé aussi dans une étude qu'un manque de sommeil pouvait augmenter, par exemple, on avait une plus forte prévalence d'enfants qui avaient un surplus de poids comparativement aux enfants, par exemple, qui avaient une trajectoire de sommeil de 11 heures. Donc, on avait vraiment aussi des conséquences au niveau physique. Maintenant, si on termine notre dernière rubrique concernant le volet théorique, je vais terminer avec des recommandations générales pour favoriser un bon sommeil. Donc, le premier conseil à transmettre aux parents, c'est le fait que, premièrement, pour que ça soit appelé un problème, il faut qu'il y ait une manifestation plus d'ordre de la fonctionnalité. Il faut que le parent voit que l'enfant a de la somnolence pendant la journée. Chose très importante à mentionner, c'est que pour les enfants, la somnolence n'est pas exprimée de la même façon que pour les adultes. Les adultes, on va bâiller, on va vraiment plus ramollir. Alors qu'avec les enfants, on est vraiment dans un portrait tout à fait contraire. On est plus de l'ordre de la désorganisation, des crises, des comportements qui ressemblent à de l'hyperactivité, qui ressemblent également à de l'inattention. On a davantage ce portrait-ci. Ensuite, au niveau de la chambre à coucher, très important, fournir un environnement de sommeil sécurisant, confortable, ni trop chaud ni trop froid, la température a un impact, sans danger, calme, pas de bruit environnant et sombre. Ensuite, on a évidemment ce qui est quand même pas simple, mais le plus possible, garder un horaire régulier dans l'heure du coucher, mais également dans l'heure des repas. On sait que tous les repas et le sommeil aussi ont une interconnexion ensemble. Et ensuite, c'est établir une heure de coucher qui vraiment est dans une routine. Des activités apaisantes, par exemple, devraient en faire partie. Lire un livre, faire un massage ou doivent être effectuées de façon idéale dans la chambre de l'enfant pour que l'enfant puisse se préparer à s'endormir. Et devrait commencer 15 à 30 minutes avant l'heure fixée pour le coucher. Ensuite, on a vraiment ce comportement-là qui est très, très important, c'est que l'enfant, éventuellement, dans son développement, on ne parle pas de la première année, mais doit s'endormir tranquillement seul. Donc, introduire un objet de réconfort pour vous remplacer, pour qu'il puisse apaiser l'enfant. Et quand arrive un éveil nocturne, pourrait s'endormir par la suite par lui-même,
sans nécessairement vous appeler par la suite. Évidemment, encourager les activités sportives pendant la journée, ça a un effet calmant, mais doivent être éloignées de l'heure du coucher. Évidemment, ne pas hésiter quand toutes ces recommandations-là ont été mises en place. Si le problème persiste, n'hésitez pas à consulter un professionnel en sommeil. Ici, je vous ai mis différents sites Internet qui sont très pertinents et très vulgarisés à transmettre aux parents. Voilà. Maintenant, très important, aujourd'hui, pour faire le pont avec notre volet empirique, actuellement, nos interventions de sommeil, je vous ai parlé de recommandations générales. Donc, nos interventions sur le sommeil sont les mêmes un peu pour tous les enfants, dont ils sont égalitaires. Par contre, de plus en plus, ce qu'on vise en tant que chercheur, on vise à ce que nos interventions, éventuellement, ce qu'on trouve au niveau des données probantes, c'est de rendre finalement les interventions sur le sommeil qui puissent s'adapter aussi également au contexte de vie de l'enfant. Et c'est ce qu'on va faire dans notre prochaine rubrique, qui est le volet empirique. On va se poser la question, comment les enfants vivant dans des contextes d'adversité précoce dorment-ils pour qu'on puisse mieux comprendre leur réalité et finalement leur offrir des interventions qui soient plus bénéfiques pour leur situation. Donc, reprenons encore une fois la perspective biopsychosociale. Dans un premier temps, on va se poser la question lorsque la famille n'a pas un revenu suffisant. On sait que le revenu insuffisant a vraiment une influence sur tout le spectre au niveau biopsychosocial. On va vraiment voir la situation changer. Donc, il est très attendu que finalement, que de dormir soit un défi plus grand pour les enfants qui vivent dans une famille ayant un revenu insuffisant. Et ce revenu insuffisant-là, évidemment, met de la pression dans le contexte parent-enfant autour du sommeil et on suppose que ce contexte-là, étant donné qu'il est moins propice, va sûrement favoriser l'émergence de problèmes de sommeil. Donc, c'est ce qu'on va se poser comme question dans les prochaines diapositives, c'est de savoir est-ce que les enfants provenant de familles dont le revenu est insuffisant ont-ils davantage de problèmes de sommeil que les enfants provenant de familles qui ont un revenu suffisant. Donc, pour ce faire, l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec a été utilisée. C'est une étude qui a recruté les familles par le registre des naissances du Québec et l'échantillon est représentatif à 96,6% des naissances en 97-98. Donc, notre niveau de suffisance de revenus a été calculé en fonction du revenu, du nombre de personnes par ménage et du code régional. Et ce qu'on s'est posé comme question, c'est on a caractérisé 3 types de mesures de sommeil. On s'est intéressé au temps de sommeil la nuit, de 2 ans et demi à 10 ans. Et évidemment, on retrouve la latence de sommeil, combien de temps votre enfant dort-il, et le temps éveillé la nuit, qui est également combien de temps au total votre enfant se réveille-t-il pendant la nuit en moyenne. Donc, dans un premier temps, on va regarder quand les enfants sont âgés de 5 mois, à quoi ressemble notre tableau au Québec au niveau de la suffisance des revenus. On voit que, je me rappelle des chiffres comme ça, on voit que c'est 13,8, je crois, pour les enfants qui n'ont pas les familles qui n'ont pas de revenus suffisants, comparativement à environ 7% chez les enfants ayant un revenu suffisant. Voilà. Seulement pour vous rappeler, c'était à peu près le quart qui n'avait pas de revenus suffisants comparativement aux enfants qui avaient un revenu suffisant. Donc, on voit qu'il y a une différence ici au niveau du sommeil. Ici, je ne vous ai pas mentionné, mais c'est est-ce que, en tant que parent, vous trouvez que votre enfant fait ses nuits et on voit vraiment une différence. Chez ceux qui n'ont pas un revenu suffisant, on voit que 13,7% des enfants qui dorment moins bien selon les parents et on a 8,2% des enfants qui ne font pas leur nuit selon les familles qui ont un revenu suffisant.
Ensuite, on s'est intéressé à effectuer 3 trajectoires, comme je vous ai mentionné, sur les 3 mesures de sommeil. Sur le temps de sommeil la nuit, sur la latence de sommeil et sur les temps d'éveil signalés la nuit. Comment on fait une trajectoire en statistique? Bon, on essaie de décrire le comportement en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, on essaie de tracer, en voici une. Ici, je vous présente donc en premier lieu la latence au sommeil. Donc, les analystes statistiques ont trouvé qu'on avait 3 trajectoires d'enfants qui suivaient des patrons différents de latence de sommeil. On avait des enfants qui avaient une latence relativement normale, en bas de 30 minutes, et on avait finalement des enfants qui suivaient une longue latence de sommeil. Donc, on peut présupposer que ce sont plus les enfants qui suivent la courbe jaune qui vont éventuellement peut-être avoir potentiellement des problèmes d'initiation de sommeil. Donc, on voit chez nos familles qui ont un revenu suffisant, il y a 7,3 enfants qui ont des problèmes d'initiation de sommeil, contrairement à ceux, finalement, qui proviennent de familles avec un revenu insuffisant. Encore une fois, la différence est significative. Ensuite, pour ce qui est des problèmes de maintien de sommeil, donc les enfants qui signalent leur réveil, vous voyez sur l'axe horizontal, encore une fois, les années. Et ici, les heures, c'est jusqu'à 30 minutes. Donc, on voit qu'on a un groupe d'enfants, à peu près à 73%, qui, vers l'âge de 10 ans, ne signalent plus leurs éveils à leurs parents. Et on a un groupe d'enfants qui signalent encore leurs éveils à leurs parents, environ à 27%. Donc, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des différences entre le fait si oui ou non ils proviennent de familles avec plus ou moins d'argent? Donc, dans un revenu suffisant, on a 25,6, alors que dans un revenu insuffisant, on a 31,2. Toutefois, la relation est plus une tendance qu'une différence significative. Ensuite, on a le manque de sommeil. Donc, ici, on a tracé la durée de sommeil la nuit. On avait 4 trajectoires. On a nos 2 trajectoires qui sont les plus suivies par les enfants. Donc, encore une fois, on voit le 10 heures et le 11 heures de sommeil sont quelque chose de relativement normal. Donc, c'est environ la majorité des enfants qui suivent ces 2 trajectoires-là. Et on a toujours nos enfants ici à plus courte durée qui sont susceptibles d'avoir davantage un manque de sommeil la nuit. Et encore une fois, on voit que chez les familles ayant un revenu suffisant, comparativement aux enfants qui sont issus de familles ayant un revenu non suffisant, on voit vraiment quand même qu'il y a une différence avec une prévalence plus élevée pour les familles n'ayant pas un revenu suffisant. Donc, si on résume un peu les résultats reliés à l'ILDEC, c'est un manuscrit qui est en préparation actuellement. Donc, on a vu que les enfants qui proviennent de familles ayant un revenu insuffisant ont davantage de problèmes de protodysomie, donc d'initiation potentielle, de maintenir aussi leurs éveils, que les familles ayant un revenu suffisant. Ici, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai fait également les analyses concernant les parasomnies qu'on a discutées précédemment. Et on n'a trouvé aucune différence au niveau des parasomnies. Donc, pas de différence au niveau du somnambulisme, ni ronflement, ni cauchemar, ni terreur nocturne, ni pour le bruxisme. Donc, ce qu'on voit en tant que chercheur, c'est qu'il est pertinent de se demander finalement pourquoi ces enfants ont davantage de problèmes de sommeil. Et à mon avis, l'exploration à faire, c'est d'explorer le contexte parent-enfant encore une fois et d'essayer de comprendre comment le revenu familial va influencer aussi d'autres caractéristiques qui vont faire en sorte que ces enfants-là, finalement, vont avoir moins de chances d'avoir un bon sommeil comparativement aux autres enfants. Donc, pour la première portion, je voulais quand même vous mentionner que ce type d'études-là, longitudinale, on a besoin de souvent plusieurs chercheurs, un nombre important de subventions, évidemment, qui sont en lien avec ça. Et j'en profite également pour remercier toujours les enfants et les familles qui ont participé à l'ILDEC. L'ILDEC est toujours en cours aujourd'hui. Maintenant, les enfants ont une vingtaine d'années. Merci au coordonnateur aussi de l'ILDEC et à l'Institut de la statistique du Québec. Maintenant, passons à la question qu'on s'est demandée au tout début de notre présentation, c'est
qu'est-ce qui se passe lorsque la négligence ou la maltraitance s'en mêle? On sait que chez les enfants qui sont, par exemple, suivis par la direction de la protection de la jeunesse, on sait qu'ils ont davantage de problèmes de sommeil. On sait qu'il y a davantage de problèmes de comportement. On sait qu'ils ont davantage de problèmes académiques. Toutefois, on ne sait pas encore comment, est-ce que les problèmes de comportement et académiques, dans quelle mesure les problèmes de sommeil influencent ces problèmes de manifestations plus comportementales et cognitives. C'est ce qu'on va se poser éventuellement comme question dans le projet qui est en train de se mettre en place ici au CIUS de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Donc, on se pose la question et on a l'hypothèse qu'effectivement, dormir dans ces conditions quand la négligence et la maltraitance est présente, dormir est un défi vraiment important pour les enfants qui sont suivis par la direction de la protection de la jeunesse. Et on ne sait pas vraiment encore quel est le contexte dans lequel ces enfants dorment là et quels sont les comportements que les parents souvent mettent en place. Donc, on a vraiment à explorer davantage ce contexte pour éventuellement être en mesure de leur offrir les bonnes interventions et de tirer sur les bonnes ficelles avec eux. Donc, les objectifs du projet que je vous présente aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas de résultats encore. C'est un projet qui est en cours. On veut, dans un premier temps, dresser le portrait des indicateurs de la régulation du sommeil et de la qualité de l'environnement de sommeil de chez ces enfants-là. Ensuite, encore une fois, comprendre l'articulation entre mesurer l'effet de la régulation du sommeil par lequel le contexte de vie de l'enfant va affecter sa régulation comportementale. Donc, on veut comprendre le sommeil dans son contexte plus de type de médiation. Et évidemment, comme je vous ai dit, on veut comprendre le contexte parent-enfant autour du sommeil en lien avec les problèmes de sommeil chez ces enfants-là. Quelle est la méthodologie du projet? Jusqu'à présent, c'est un projet qui est terminé plus au niveau du recrutement dans les CPE. On a recruté des enfants de 3 à 5 ans, issus de la population générale. On en a recruté 80. Et là, actuellement, on vient de débuter, ça fait à peu près 1 mois, les participants, donc les mêmes enfants âgés de 3 à 5 ans, mais cette fois-ci suivis par la direction de la protection de la jeunesse, qui ne sont pas placés, qui sont toujours encore dans les familles, mais qui sont suivis. Donc, nos 3 mesures, nos 3 catégories de mesures, évidemment, sont le contexte de vie. Donc, on essaie de caractériser le type d'adversité familiale que l'enfant est exposé. Ensuite, on a la régulation du sommeil. Vous allez voir que cette fois-ci, on mesure la régulation du sommeil sous plusieurs angles. Donc, on a l'agenda de sommeil. On a aussi des questionnaires qui sont communément souvent utilisés, mais cette fois-ci, on a l'actigraphie. L'actigraphie, c'est une montre qui est avec une petite ouverture seulement pour capter la lumière, qui va nous indiquer un peu, savoir de façon quantifiable comment l'enfant dort. Est-ce qu'il y a des éveils? Vers quelle heure il se couche? On sait que souvent les parents ne sont pas toujours en mesure de bien rapporter l'heure à laquelle l'enfant va se coucher. Est-ce que l'enfant réellement s'est réveillé durant la nuit? Donc la montre est là, la technologie est là pour nous indiquer vraiment les indicateurs, mais tout en négligeant pas aussi l'agenda de sommeil et évidemment les questionnaires de sommeil. Le développement socio-affectif et comportemental également va être mesuré à le niveau socio-affectif davantage avec l'ERC et à le niveau comportemental, sûrement que vous connaissez déjà, le BASC. Donc, voici, on trouve que, en tout cas, moi je suis vraiment emballée, je trouve que c'est un projet innovant. C'est sûr que c'est un précurseur dans les domaines de population vulnérable parce qu'on essaie d'étudier l'effet d'un nouveau mécanisme, un mécanisme vraiment davantage plus physiologique, par lequel le contexte de la vie de l'enfant va affecter sa régulation comportementale et aussi l'utilisation d'une méthode objective non intrusive. La montre est placée du côté du poignet non dominant de l'enfant et on quantifie le sommeil en continu sur
3 jours et on cible uniquement durant la semaine. Donc, je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne quand on a réussi finalement à ce que l'enfant le porte pendant 3 jours. On a finalement ce que vous voyez en bleu, on a le sommeil. Donc, le logiciel nous donne la période de sommeil qui a été comptabilisée. En jaune, on a la lumière et en noir, on a la motricité de l'enfant. Donc, c'est vraiment, l'actigraphie, ça mesure la motricité de l'enfant. Donc, on voit vraiment, puis quand on analyse, après, on peut avoir, selon l'algorithme qu'on choisit, on peut vraiment mesurer chacune, par exemple, des composantes, des caractéristiques, l'heure, le temps, l'efficacité de sommeil, voilà. C'est pas un outil diagnostique, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui vient accroître la validité de nos mesures. Évidemment, ce projet-là, moi, je pense, va permettre de mieux connaître le mécanisme de la régulation du sommeil, en vue toujours de prioriser les indicateurs déréglés chez l'enfant, en vue de pouvoir les fixer dans nos interventions. Donc, premièrement, c'est ça, c'est un projet qui est en cours. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner tout de suite la réponse finalement à nos objectifs. Je veux quand même mentionner qu'il y a des fonds de recherche associés à ce projet-là. Donc, le fonds de recherche sur la société et la culture, la Fondation de l'UQTR et également le CRUGEF. J'en profite aussi pour remercier les enfants, les familles et tous les CPE dans la région de Québec qui ont participé au projet dans le volet plus population générale. Maintenant, on est vraiment rendu à accueillir et à aller voir vraiment les enfants qui sont suivis par la DPJ. Si vous, par exemple, vous êtes intervenant, vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je vais pouvoir aller dans vos équipes et vous aider un peu dans le recrutement. Et évidemment, c'est l'équipe qui est là, Sabrina Cerveau, Caroline Boudreau, Annick Saint-Amand, et moi-même, évidemment, on va pouvoir vous épauler et finalement, vous allez pouvoir nous transférer le recrutement des enfants que vous pensez qui pourraient être potentiels pour notre projet. Donc, merci à tous pour votre attention et en espérant que le webinaire vous a plu.